Bonjour et bienvenue à tous, ici c'est Jean-Christophe Pack d'Odyssem et aujourd'hui je suis en compagnie de Olivier Malu pour une nouvelle interview du podcast Objectif Résultat. Olivier, toi tu es un des cofondateurs de New Pharma qui est donc le leader de la pharmacie en ligne en Belgique. Tu es aussi donc actuellement coach dans un incubateur d'entreprise qui est celui de l'Université de Liège où j'ai été accompagné moi au tout début de mon aventure entrepreneuriale. Et tu es aussi aujourd'hui administrateur d'une coopérative qui s'appelle Histoire d'un grain. Et donc aujourd'hui je t'ai invité sur le podcast pour que tu nous partages un peu tes conseils, ce que tu as appris toi dans ton parcours entrepreneurial pour toutes les personnes qui voudraient se lancer ou qui sont déjà entrepreneurs. Donc bienvenue et merci d'avoir accepté cette interview, ça fait énormément plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Merci. Donc ici pour commencer, ce que je te propose c'est que tu nous expliques un peu qui tu es, en plus de ce que je viens d'expliquer juste avant, et quel est un peu ton parcours entrepreneurial, comment tu t'es lancé, etc. Je n'ai pas été entrepreneur tout de suite, bien loin de là, ça a mis du temps. Moi je voyais un petit peu l'entrepreneuriat comme exactement comme si je me retrouvais au bord d'une falaise, que je regardais en bas et que ça me paraissait vachement haut et que je me disais que ça allait faire vraiment très très mal si je tombais tout en bas. Et donc j'ai mis du temps en fait avant de devenir entrepreneur. Si je refais très brièvement mon parcours, des études d'administration d'affaires. Souvent on imagine que ce type d'études mène à l'entrepreneuriat. En fait, pour moi, en tout cas à mon époque, je peux pas en juger aujourd'hui, mais à mon époque en administration d'affaires, pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Je peux te dire que moi, j'ai fait aussi HEC du coup, et pour moi, ça prépare pas non plus. Ça, comme tu dis, ça te prépare à rentrer dans une boîte qui a déjà des process, tu vas suivre les process, etc. À gérer une entreprise qui est déjà créée, mais pas à la créer en fait. Ouais, exactement. Et donc, à l'époque, pendant ces études, je me souviens très bien, on était tout un groupe à rêver de créer notre entreprise. Mais il y avait pas de cours auxquels se rattacher. Il y avait pas de cours d'entrepreneuriat. À l'époque, il y en a. Aujourd'hui, il y en a. Même ils sont peut-être un peu théoriques, mais il y a cette base, ce socle. À l'époque, rien de tout ça, vraiment rien du tout. Au final, on sort de ces études et comme tout le monde, on se met en fait à postuler et tous les rêves de boîtes qu'on a imaginés pendant toutes ces années sont mis dans un placard. Moi, j'ai mis longtemps avant de devenir entrepreneur. Je me suis pris en fait plein de claques de patrons qui me disaient mais Olivier, mais t'es pas fait pour être employé en fait. Et je l'entendais et je le savais. Au fond de moi, je le savais très bien en fait. Et donc il a vraiment fallu que je prenne quelques claques, me faire virer de quelques boîtes et d'entendre chaque fois le même discours, parfois bienveillant, parfois pas bienveillant du tout. Mais qui était Olivier, vas-y fonce, crée un truc parce que t'es fait pour ça. Et alors c'est arrivé, mais vraiment c'est les hasards de la vie. Je me retrouve bêtement un nouvel an assis à côté de Laurent Detry, qui est un ami, qui est pharmacien. Laurent sait que je suis en train de suivre ce post-master au HEC et me dit tiens, j'ai lancé un tout petit truc, c'est un forum de discussion pour les pharmaciens, le truc super chiant pour tout le monde, sauf pour les pharmaciens. Les trucs de niche, ça fonctionne, donc. Oui, exactement, ouais, tout à fait, mais c'était vraiment ça, quoi. Et l'idée de Laurent, qui était hyper sensée, c'était, on est, j'ai peur de dire une bêtise, je pense, 4000 pharmaciens indépendants en Belgique, j'ai oublié le chiffre exact, mais je pense que ça doit être ça. Et on est tous confrontés, au jour le jour, à des problèmes qui sont plus ou moins tous les mêmes, en fait. Et on cherche tous à réinventer le fil à couper le beurre, mais chacun de notre côté, quoi. Et donc, c'est quand même un peu con de perdre une telle énergie, alors qu'il y a un savoir-faire, un vrai know-how dans la communauté, qui est là, mais qui n'est pas partagé. Et d'où l'idée de créer ce forum de discussion entre pharmaciens. Donc l'idée est super simple, et Laurent a commencé à faire le truc. C'est assez moche, on se dit il faudrait quand même un tout petit peu améliorer le machin si on veut arriver à vendre quelque chose, aller trouver des laboratoires pharmaceutiques par exemple pour leur vendre de la pub, et puis le truc continue son petit développement, et puis Laurent de nouveau a une idée vraiment absolument géniale, c'est de se dire tous les pharmaciens ont des grossistes en fait, donc tu vas dans une pharmacie commander un antibiotique un peu particulier, pas de stock, le pharmacien dit je l'ai pas mais je l'aurai aujourd'hui à 14h par exemple, et donc Laurent dit tous les pharmaciens ont un ou plusieurs grossistes. Moi j'ai une assez bonne relation en fait avec mon grossiste, je pourrais aller le trouver, on fait une bête feuille A4 où on explique le but exactement comme j'ai l'expliqué. Tous les pharmaciens indépendants sont confrontés grosso modo au même problème. Certains ont trouvé des solutions, ont déjà résolu ces problèmes. Venez partager vos solutions et vos problèmes entre pharmaciens et gagnons tous du temps. En gros, je sais plus le message exact, mais en gros sur cette feuille A4, c'est
simplement ça qu'on explique, en fait. Et on va demander aux 2 grossistes de Laurent s'ils sont d'accord de mettre, je crois qu'on avait imprimé 30 000 feuilles A4, de les glisser dans tous les bacs. C'est pas mal, ça. Qui vont aller livrer aux pharmaciens. De toute façon, ils glissent une note d'envoi avec la liste des produits qui se trouvent dans le bac qui va arriver chez le pharmacien. On leur demande juste de rajouter cette feuille A4, en fait. Première chose que fait le pharmacien quand il reçoit son bac, c'est prendre les feuilles qui se trouvent dedans, lire convenablement, vérifier si les produits qui se trouvent dans le bac correspondent à la note d'envoi, parce qu'après il va avoir la facture évidemment derrière, et donc il se retrouve avec lapharmacie.be, voilà, nouveau forum de discussion, et là c'est vraiment une idée qui a coûté, je sais pas, 50 €, même pas, rien du tout. Après qu'on a vu que ça marchait super bien, évidemment, on a fait la même chose dans les filiales à Bruxelles ou dans le Hainaut, à Namur, Arlon, etc., chez ces mêmes grossistes, c'est les mêmes. Et là, en une fois, on a un nombre de visiteurs mais colossal. Enfin, par rapport à la taille du marché, je pense qu'à un moment donné, on arrive pas loin de 70% des pharmaciens qui se connectent sur la pharmacie.be, quoi. Et ce site, ce forum de discussion surtout, il leur est super utile, quoi. Donc il y a un côté assez positif. Oui, très très actif. Ouais. Moi j'y connais rien, jamais travaillé dans le secteur, en fait, j'y connais absolument rien. Donc je dis à Laurent, oui, je vais aller vendre, moi pas de problème, mais qui est-ce que je vais aller voir? Je sais pas, fais comme tu veux. Le seul truc que je connais, moi, c'est Dafalgan. Je lui dis Dafalgan, oui, ça je connais. C'est Bristol, le labo s'appelle Bristol Myers. Ok. Bristol Myers, c'est où? Louvain-la-Neuve, ok. Je contacte, je me retrouve avec le marketing, le brand manager d'Afalgan en Belgique, en fait. Je lui explique, on a fait quelques stats, on a montré la croissance, mais en un an, enfin, on a rien comme recul, mais foum, je vois assez vite qu'il y a de l'intérêt, quoi. Qui au départ m'étonne un peu, parce qu'on est personne, enfin, juste inconnu, totalement inconnu de ces labos encore. À la fin de cette présentation, il me dit, ok, j'achète tout. J'achète tout l'espace publicitaire. Je me dis, mais merde, on a sous-pricé, enfin, on s'est planté, vraiment, clairement, quoi. On a tapé trop bas, quoi. On aurait dû taper beaucoup plus haut, quoi. Et je lui dis, si vous achetez tout, c'est plus cher. Vraiment. C'est bien passé, ça? Non, dans un premier temps, c'est pas très bien passé. Je te regarde complètement interloqué en me disant, si j'achète tout, c'est moins cher. Vraiment, c'est ça la vie. Évidemment. Je dis non, si vous achetez tout, c'est plus cher. Alors, tu cherches vite un argumentaire que t'as pas du tout anticipé. Alors, je lui prends un truc qui est, si je me souviens bien, quelque chose de l'ordre, nous, on va mettre tous nos œufs dans le même panier, tout le forum va être brandé Dafalgan. Alors, ok, Dafalgan, c'est un médicament de qualité, il y a pas de discussion, mais nous, ça nous permet pas de construire des relations avec d'autres labos, vous bloquez tout, en fait. Il me regarde, à moitié convaincu par mon argumentaire. C'est un peu chaud. Oui, un peu chaud quand même, et je me le dis moi-même, mais c'est trop tard, je lui ai lancé ça, donc il me dit, ok, revenez vers moi avec une offre, de ce que je fais, et une semaine après, ils achètent tout, effectivement, au nouveau prix spécial. Il me le dit comme ça. Et donc, en fait, on se retrouve, à ce moment-là, avec des rentrées qui dépassent totalement nos espérances. On imaginait pouvoir se payer des sports d'hiver. Je me souviens, Laurent avait dit, qui m'en parle à ce nouvel an, il me dit, mais dans le meilleur des cas, t'imagines pas grand chose, dans le meilleur des cas, on se payera des sports d'hiver, ce truc-là, c'est tout. Et on se retrouve, en fait, avec un capital qu'on est tout à fait prêt à perdre, parce qu'on s'y attendait mais pas du tout, d'autant plus qu'ils signent pour 3 ans, donc on a une garantie, vraiment, ils occupent tout, donc il n'y a plus rien à faire, en fait. Moi, en une visite, j'avais fait tout mon boulot, en fait. Et donc, on se retrouve avec un budget, on s'est super bien marré à bosser ensemble, on s'est dit que c'était vraiment fun, et qu'on avait envie de refaire quelque chose ensemble. Puisqu'on a l'audience, en fait. On a l'audience du marché des pharmaciens, en fait. Et donc, à ce moment-là, on se dit, simplement parce que Laurent est confronté à ce problème, de carte de fidélité. Il n'y a pas encore de carte de fidélité en pharmacie. Et donc, on développe un système avec un code barre qui fonctionne dans tous les systèmes de tous les pharmaciens qui sont multiples et qui sont pas très compatibles. On finit par trouver des codes barres compatibles avec le programme, le software des officines. Okay, ouais. Ça reste une carte, bêtement, une carte laminée, une carte de banque, quoi, en fait. Et on se dit, on va contacter, en fait, tous les pharmaciens de Belgique en leur disant, puisque Laurent a ce problème, a ce besoin de créer une carte de fidélité. D'autres l'ont aussi. Mais probablement que la même logique, quoi, à chaque fois, en fait. Et là, ce qui est assez amusant, c'est que, on a le média, en fait, pour les contacter,
On a le forum, en fait. Et donc, on leur lance l'idée, tiens, vous seriez intéressé par une carte de fidélité, machin. Ah oui, ok. Et donc, voilà, on envoie ça dans toutes les pharmacies de Belgique en leur proposant de personnaliser cette carte à leur nom, en fait. Et on part au sport d'hiver. Pas un coup de fil. Pas un coup de fil. Mais vraiment, pas un coup de fil. La première semaine, zéro, quoi. On se dit, oh là là, le bide total. On s'est complètement planté, hein. On a surévalué le marché et le besoin de Laurent n'est pas celui des autres pharmaciens. Et puis, les coups de fil n'arrêtent plus. Et les ventes... On continue à en vendre maintenant, en fait. Ah ouais, sérieux? Ouais, c'est assez comique, hein. Donc, ça fait 17-18 ans, quoi. On s'est super bien amusé à bosser ensemble et on a envie que ça continue. Et moi, surtout, j'ai plus envie d'aller bosser dans d'autres boîtes. Oui, c'était beaucoup plus fun. Et Laurent dit à un moment donné... je suis convaincu qu'on va en arriver à de la pharmacie en ligne. L'e-commerce commence aux États-Unis, ça commence à se développer en Europe aussi. Et Laurent dit, je suis persuadé que la pharmacie en ligne va prendre place en Belgique aussi. Donc on creuse cette idée et on se rend compte que la plupart des pharmaciens pensent que pas du tout, qu'il n'y a aucune chance. On est dans un marché où la densité d'officines est une des plus fortes au monde, enfin, dans n'importe quelle ville c'est sûr, ça. Même village, quasiment, on fait 50 mètres et on tombe sur une pharmacie en Belgique, en fait. Donc, on réfléchit au projet, on entend plus des rumeurs, mais on connaît vaguement quelqu'un qui travaille au cabinet Onkelings, Laurent Onkelings, à l'époque, est ministre de la Santé, qui nous dit, on était en train de bosser sur un projet de loi, en tout cas de réfléchir à la possibilité d'organiser légalement la pharmacie en ligne en Belgique, en fait. Mais bon, ça veut tout dire et rien dire, parce que ça peut prendre des années, comme ça peut aller vite, on n'en sait rien du tout. On parie sur le fait que, il y a une chance qu'on soit dans le bon timing, et donc on bosse, on développe tout le site, selon notre vision et notre sensibilité de ce que va être la législation, qui n'existe pas évidemment, puisqu'on prend le parti de l'anticiper. On essaye d'imaginer ce qui va sortir comme législation, avec quelles barrières, quels garde-fous, qu'est-ce qui va être toléré, qu'est-ce qui va être acceptable, qu'est-ce qui sera interdit par contre. Et donc on développe tout le site sur base de notre feeling, sur ce que va devenir ce futur projet de loi, cet arrêté royal, et on se dit, ok, on attend, quoi. Franchement, il faut 3-4 mois, je pense, pour que cet arrêté royal soit publié au Moniteur belge. Et donc, on convoque la presse, hein. Enfin, on prévoit une conférence de presse. J'ai jamais fait de ma vie, Laurent non plus. Enfin, c'est vraiment un monde qu'on découvre. Et là, on a fait assez convenablement les choses. En fait, on a engagé une press relation qui nous dit, bah oui, il faut le faire à Bruxelles, il faut le faire dans un centre de congrès, on loue une salle au Diamond Board, enfin une toute petite salle, parce qu'on s'attend à avoir 2-3 journalistes, en fait. On fixe une date. Moi, je pensais que les journalistes répondaient en te disant oui, je viendrai à votre conférence de presse, mais non, pas du tout, en fait. Hein. Ils reçoivent l'information et tu sais pas du tout qui sera là, en fait. Et là, on a encore du bol, hein. Sincèrement, c'est vrai qu'il y a une partie de chance. Il n'y a pas d'actualité ce jour-là. En fait. Et donc, on se retrouve, en fait, avec tous les médias belges, toutes les TV, toutes les radios et toute la presse écrite. Tout le monde. Une espèce d'émulation qui se crée un peu. La bande passante explose complètement, le site plante. Et donc, en fait, en un jour, médiatiquement, on existe. On a une espèce de notoriété qui est estampillée la première pharmacie belge en ligne, en fait. Mais c'est vraiment une excellente histoire, franchement. C'est marrant que tu aies expliqué vraiment toutes les origines. Et il y a des trucs sur lesquels j'aimerais bien revenir, notamment au tout début, donc avec le forum, où vous avez testé l'idée avec cette idée d'envoyer le papier dans les commandes. Quand on y pense, c'est une manière de tester son idée qu'on peut toujours faire aujourd'hui, et je pense qu'on n'y pense pas nécessairement. En tout cas, moi, personnellement, je suis plus en mode il faut tester avec le digital, etc., alors que tu as plein d'autres manières de tester ton idée. Oui, maintenant, on était encore, nous, dans cette logique, cette ancienne logique, hein, effectivement, mais oui... Parfois, c'est aussi con que ça, quoi. Mais ça, tu ne le sais que quand t'as été interroger ton marché, quand t'as été comprendre comment le truc fonctionne. Bah, évidemment, Laurent, il est pharmacien, donc, et c'était sa pharmacie, donc oui, ok, l'idée vient de Laurent, hein, clairement. Moi, je l'aurais pas eu, je savais pas du tout comment fonctionnait la logistique des pharmacies, mais je veux dire, identifier ce point d'entrée marketing, tu peux l'avoir que si t'as un peu été interroger les gens et comment vous fonctionnez, machin, etc. Et c'est des leviers qui sont, qui coûtent rien, mais rien. Ce qu'il y a souvent, c'est, tu veux te lancer sur un marché, même si toi tu l'avais fait tout seul, avec des gens, et tu connais pas vraiment qui sont les personnes qui ont le contact avec les pharmaciens. Il y a une stratégie qui revient à se dire, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire en sorte de créer une relation avec des personnes qui ont cette audience-là. Ouais.
par exemple, avec le digital, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux aller faire des interviews avec des gens qui ont une audience qui correspond à ta cible, et faire en sorte de passer par eux pour finalement avoir accès à leur audience. Mais tu as tout à fait raison, il y a plein de projets pour lesquels il n'y a pas besoin de faire une étude de marché, il suffit d'y aller comme ça. En fait, si le coût de lancement est tellement faible qu'il y a zéro risque, perds pas ton temps à faire des études de marché, vas-y, teste-le, lance-le, et puis on verra bien. Et puis il faut aller avoir le feedback du marché directement. Aller directement à la rencontre du marché, c'est beaucoup plus simple. Et au moins, c'est une vraie réponse, parce que on n'est pas en train d'imaginer que la réponse, l'audience que l'on questionne, elle correspond plus ou moins à celle. Non, vas-y, go. Je t'ai expliqué l'histoire, ça a été quand même succès sur succès. C'est quand même beaucoup parce qu'il y avait cette connaissance du problème du marché sur lequel vous lanciez, de cette niche. Ce qui fait que dès que vous avez proposé une solution, les gens ils étaient là, ah bah oui, je la veux, parce que ça répond à mon problème. Du point de vue des pharmaciens, mais aussi des laboratoires pharmaceutiques, avec Dafalgan, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est avoir l'attention des pharmaciens, et là, tu leur sers sur un plateau d'argent l'attention des pharmaciens. L'audience hyper ciblée, ouais. C'est ça. Identifier un besoin, et clairement, en fait, on imaginait qu'il y avait un intérêt, mais on s'est rendu compte, en fait, que les gens qui commandaient chez New Pharma au tout début, ils cherchaient des produits rares, en fait. Les gens qui cherchaient des produits pour lesquels je vais devoir aller à la pharmacie. Le pharmacien va me dire, non, je ne l'ai pas, mais je louerai cet après-midi. Mais ça veut dire un double aller-retour. Alors que, nous, on l'avait pas en stock non plus. Mais en fait, le fait que la commande arrive chez nous, que directement, on la passe chez le grossiste, et que le grossiste livre 2 heures après, pour notre client, le fait que ce soit en stock chez nous ou pas, c'est complètement transparent. Il l'avait 24 heures après, de toute façon, en fait. Et pour en revenir au niveau de la stratégie d'acquisition, peut-être de croissance, tu dirais que c'est quoi les principaux leviers que vous avez utilisés qui ont le mieux fonctionné pour développer New Pharma? On a utilisé beaucoup de moyens de réassurance, en fait, beaucoup. Très très vite, on s'est rendu compte qu'on avait un marché à l'étranger, la France principalement. La France interdisait la vente en ligne, et donc les consommateurs français achetaient sur des sites étrangers. Okay, ouais. Et donc on s'est rendu compte très très vite qu'il fallait leur parler comme à des consommateurs français et pas comme à des consommateurs belges. Et que leur parler de Bancontact comme moyen de paiement, ça passe pas. C'est complètement débile. Ils se demandent de quoi tu parles. Carte bleue, ça ils connaissent, mais Bancontact ils connaissent pas. Il y a quand même des différences entre les deux. Ouais, c'est assez basique. Pour un consommateur français, se dire que oui, il peut payer avec Bancontact et qu'il va être livré par DPD, il a jamais vu une camionnette DPD de sa vie en France. Ça ne rassure pas nécessairement par rapport au... Je dis que le DPD va jamais arriver chez lui, ça c'est sûr. Et c'est vrai, il a raison. Mais DPD va donner le colis à la poste française, évidemment. Aujourd'hui, je pense que le consommateur a une maturité qui est bien plus grande et donc il habitué à ce genre de choses, mais en 2007-2008, surtout sur des produits de pharmacie où il y a quand même une crainte, mais on parle en fait de quoi à l'époque? On parle de faux Viagra et pas de faux Dafalgan, hein. Je veux dire, très peu. Enfin, c'est beaucoup plus rentable de faire du faux Viagra que de faire du faux Dafalgan, quoi. Donc, rassurer vraiment, mais ça c'est vraiment super important. Moi, je le dis à plein de projets, c'est encore valable aujourd'hui. Je te connais pas, tu me dis que tu vas m'envoyer le truc, comment, quoi, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, si jamais ça fonctionne mal, ok, il y a un mail, mais est-ce qu'on va me répondre derrière le mail? Donc rassurer, enfin tout le temps rassurer, surtout dans un marché comme la pharmacie, ça c'est important, mais c'est important dans tous les business. C'était un peu plus important encore pour nous dans ce secteur-là, à cette époque-là, mais c'est important tout le temps. Le deuxième élément qui a joué énormément, c'est l'assortiment, je l'ai dit, 35 000 produits disponibles, avec une grosse partie livrable en 24 heures. Qu'est-ce que je dirais d'autre? Essayer de fournir le meilleur service. Ça prend du temps, c'est très énergivore, ça prend du temps. Moi, je partirais du principe que le client a toujours raison. C'est pas pour ça qu'il faut être complètement crétin, hein. A priori, le client a toujours raison. Donc c'est quoi? Il y a de la récolte de feedback continue? Très très vite en fait. On avait mis un petit bouton donnez-nous votre feedback sur... Enfin, c'est des tout petits détails, hein, mais ça permet en un clic de donner son avis sur 3-4 sujets différents. Je sais pas, la logistique, le choix, je sais plus, etc. De faire un petit texte en 3 lignes. Super con, mais t'as 10 fois plus de chances que les gens fassent ça que de t'envoyer un mail, hein, de cliquer dans leur boîte mail, objet,
problème sur votre site, personne ne passe son temps à faire ça, quoi. Et faire en sorte que gérer les problèmes. Enfin, tu vois la qualité d'un e-commerçant quand il y a un problème. Quand il n'y a pas de problème, bah tout roule, ok, ça va, c'est bon. Tout le monde sait envoyer un colis avec un produit dedans, ouais, ok. Et le service client, tu ne le mesures que quand il y a un problème. C'est un investissement, ça prend du temps. Gérer un problème, c'est l'équivalent de gérer une commande problématique, c'est l'équivalent de gérer l'envoi de 30 commandes. À ce point-là enfin, quasiment, oui. C'est important pour moi de bien le gérer. À court terme, c'est pas payant. Je veux dire, l'investissement que tu fais dans ce service client, il te coûte de l'argent, plus qu'il ne t'en rapporte à court terme. Je pense que c'est payant sur le long terme, en fait. Ouais, donc d'où l'importance d'avoir une expérience client qui est vraiment au top dans ton site e-commerce. Ouais, franchement, ouais. Mais de nouveau, je pense que c'est un investissement sur du long terme, cette qualité de service client. Et on connaît tous le coût d'acquisition d'un nouveau client, et donc intérêt à les garder et générer un grand sourire pour toi, et l'étonnement que quand t'as coché, t'es directement remboursé. C'est juste waouh, quoi. Ça, c'est vraiment une expérience. Tu te dis waouh, ouais, c'est clair. Incroyable, quoi. Ouais. Une autre stratégie qu'on a appliquée, c'était d'être assez transparent. Par exemple, on affichait le taux de succès de livraison en 24 heures. Ça permet de montrer que tu es transparent. Et donc, quand tu dis 87% des colis sont livrés en 24 heures, ça devrait être 100%, hein, évidemment. Mais le fait de le dire permet d'annoncer la couleur, c'est que grosso modo, il y a une commande sur 10 qui ne sera pas livrée à temps. On est transparent, mais c'est comme ça. Enfin, je veux dire, tu peux le déplorer, tu peux pleurer, mais c'est juste la réalité du monde dans lequel on vit. On n'est pas dans un monde parfait. Et c'est bien de démontrer, parce que souvent, tu vas te dire, on est transparent chez nous, et puis après, comment tu le démontres, c'est un peu compliqué. Ici, c'est vraiment une bonne manière de l'appliquer. Et ça permet de mettre plus en confiance, justement, si tu es transparent à ce point-là. Je pense. En fait, ouais, vraiment, je pense. Et c'est pas du tout une faiblesse. Je pense que c'est une très grande force. Je réfléchis à qu'est-ce qu'on a mis en place, essayer de donner une information la plus qualitative possible, en fait. Donc, par exemple, toutes les notices de tous les médicaments, en fait. Dans les 3 langues, des photos les plus qualitatives. Donc, on a mis en place tout un système qui est assez basique, mais quand on scannait un produit qui était destiné à partir dans une commande, si jamais ce produit n'était pas en photo sur le site, on avait un avertissement sur l'écran disant prière d'envoyer le produit à la photo, parce que c'est trop con, on l'a, et il est disponible sur le site, il y a quelqu'un qui l'a commandé, on a la chance d'avoir quelqu'un qui l'a commandé, donc c'est une source d'enrichissement constant de ta base de données, en fait. Donner le maximum d'informations, je vois encore de temps en temps l'un ou l'autre projet qui arrive avec je suis sur une page, je vais pas le citer, mais j'en ai encore vu un hier où je me suis dit c'est vraiment dommage, on parle d'un produit alimentaire et le descriptif il est hyper basique, quoi, alors qu'en fait on est sur un produit local en bio. Donc tu pourrais parler de quels sont l'histoire qu'il y a derrière. Ouais, c'est vraiment dommage. Et là on est sur une ligne, quoi. C'est dommage, quoi. Vraiment, il y a moyen de raconter l'histoire, il y a moyen, la photo est pas terrible, ça coûte rien, pourtant. Personne ne va identifier ça. Il n'empêche qu'il y a un sentiment, il y a un feeling. Les photos sont pas super clean, on est sur un fond. De temps en temps, le produit, il est un peu, il est pas droit, il est un peu oblique. Le fond est pas joli, etc., etc., etc. L'accumulation de tous ces petits détails, de toutes ces petites erreurs, qui individuellement, chacune, sont pas tellement problématiques, en fait. Mais le cumul de tout ça fait que t'es... Ouais, bof. Ouais, c'est ça. Et il faut éviter de générer un bof, quoi. Évidemment, chez ton client, chez ton visiteur, ça coûte rien, ça ne coûte vraiment rien, quoi. Mais ça me paraît vraiment, ça me paraît la base. Le travers dans lequel il faut pas tomber, peut-être, c'est de trop accorder, de se dire, il faut que ce soit parfait. Il faut que mon design de mes pages produits soit génial avec des trucs qui partent dans tous les sens, des animations, etc. Et au final, ça rend le truc moins utilisable que si c'était vraiment simple et puré. Tu vois. Et ça, c'est des travers dans lesquels beaucoup de gens tombent dans l'e-commerce, parce qu'aujourd'hui, créer un site e-commerce, c'est de plus en plus simple, et créer des sites e-commerce design, c'est aussi de plus en plus simple. Et donc, on tombe vite dans l'idée, je vais faire des petites animations et tout, alors que ça sera rien. Non, ça je pense pas vraiment du tout. Keep it simple, mais d'ailleurs, le site de New Pharma n'a jamais été un modèle de design, celui d'Amazon non plus. Il est moche. Ouais. Mais il est fonctionnel. Graphiquement, il est moche. Super moche.
Par contre, l'ergonomie, l'intelligence qu'il y a derrière, elle est juste waouh. Mais en soi, il est moche, mais il est super clean. Alors, je dis pas de faire un truc moche, hein. Tant qu'à faire, c'est mieux que s'il est un petit peu sexy, mais des features avec des trucs qui clignotent partout, non, c'est surtout pas. Enfin, moi, ce que je dis souvent, c'est l'e-commerce, effectivement, tu dois à fond travailler les fiches produits. Tu as le texte, tu as les images, et je pense que si tu vas avoir un exemple de bonnes fiches produits, tu vas justement sur Amazon prendre leur structure. Parfois, elles sont un peu trop surchargées, parce que ça dépend de ce que le vendeur va mettre dedans. Ouais, je trouve parfois leur structure est un peu complexe. T'as la suite, et puis après t'arrives dans un truc qui est avec la description technique, dans un second temps. Je suis pas totalement fan de tout. Mais bon, c'est super fonctionnel, oui, ça. À côté de ça, tout le reste est vraiment génial, quoi. Maintenant, j'aimerais bien venir au niveau de tout ce que tu as appris et accumulé dans ton aventure entrepreneuriale. Qu'est-ce que tu en retires, toi ? Si tu devais avoir 3 enseignements principaux... En un, je dirais, il n'y a rien à faire quand tu es passionné par ce que tu fais. Ça se sent. Fais un truc que tu aimes. New Pharma, j'étais pas spécialement attiré par le milieu pharma en soi, mais on bossait en rigolant, quoi. Vraiment en rigolant à certains moments. Alors pas tout le temps, mais il y avait vraiment des moments de fun complet, quoi. Ça me paraît important de garder ça, quoi. Quand il y a une bonne ambiance, ça crée une spirale positive autour de ce projet. Et une passion et de l'ambiance. 2, qu'est-ce que je te dirais, je l'ai déjà dit, mais franchement, c'est vraiment tellement essentiel pour moi, c'est aller sur le terrain, quoi. Vraiment, aller à la rencontre de votre marché, aller discuter, aller dans des foires, dans n'importe quoi, en fait, peu importe. Aller rencontrer les gens, parler avec eux, il en ressortira quelque chose. Franchement, j'en suis convaincu, quoi. Peut-être une invalidation d'une idée, ou d'un fantasme d'idée ou quoi qui ne verra pas le jour, mais il va peut-être naître autre chose, quoi. Plein de gens sont bienveillants. En étant jeune, c'est encore plus facile. Avec la casquette, je suis jeune, je fais un stage, ou je bosse sur mon projet, je suis un Cubo Venture Lab, petit machin, ou c'est encore beaucoup plus facile. Cette période, elle dure pas éternellement. Ouais, ça, je pense que justement, c'est une peur qu'on peut vite avoir en se disant, je vais me lancer, mais je dois y poser plein de questions, les gens ils vont pas vouloir me répondre. Alors que pas du tout, comme tu dis, c'est comme pour le podcast, quand je dois proposer à quelqu'un de faire une interview, les chances qu'il accepte sont ultra élevées, c'est 90%, tu vois. Ah oui. Ouais, c'est 90%, alors que tu te dis parfois des gens, ils sont ultra occupés, ils vont jamais avoir le temps, mais c'est pas vrai, tu vois. Ouais, non, mais je pense que... Alors, il faut le faire convenablement, c'est-à-dire, il faut structurer le truc, expliquer pourquoi tu veux rencontrer la personne, machin, etc. Mais si c'est fait convenablement, je leur dis chaque fois, vous allez voir quelqu'un, pas en entreprise, hein, mais vous allez à la rencontre de quelqu'un, amener un café, quoi, bêtement. Parfois c'est con comme chou, mais... ça détend le truc et la personne se dit oh mais c'est super sympa, il y a un café, tu vois, de façon pro, relax, mais en ayant préparé le truc, quoi. Et si tu le fais comme ça, au pire des cas, tu prends une porte dans la figure, mais ça arrive rarement. Donc vraiment aller voir, aller rencontrer les gens, discuter, aller tout, que ce soit les fournisseurs, que ce soit les clients, que ce soit des partenaires potentiels, voilà. Mais même des concurrents, même des futurs potentiels concurrents, pourquoi pas, quoi, vraiment. Si c'est de l'e-commerce, tout va se jouer sur du marketing, hein, sur le coût d'acquisition. Et donc, tout ce qui peut faire baisser ce coût d'acquisition, de nouveau, je le répète, mais nous on l'a vraiment vu exploser, mais donc tout ce qui peut faire en sorte que tu vas avoir une influence sur ton taux de conversion, et réduire ton coût d'acquisition qui sera élevé dans un premier temps, il n'y a rien à faire, ça va être compliqué, où tu vas arriver à trouver une niche où il sera raisonnable, mais ce sera une niche, et elle sera trop petite pour pouvoir générer les ventes que tu vas atteindre. Ouais. Et donc après tu vas devoir aller trouver des niches qui sont moins intéressantes, avec des taux de conversion moins bons, des coûts d'acquisition plus élevés, mais qui permettent d'aller chercher le volume dont tu as besoin pour vivre, pour te développer. Tout ça est important, les éléments de rassurance, j'en ai parlé beaucoup, mais c'est vrai, et c'est, en tant que consommateur, il faut chaque fois se remettre, en fait, de l'autre côté de l'ordinateur, anticiper les questions potentielles que mon client pourrait se poser. Il faut qu'il arrive à être rassuré en naviguant de façon le plus naturelle possible au travers de ce site. C'est un challenge, hein, enfin, c'est... Idéalement, c'est dans tes pages produits, tu dois avoir tout ce qui est... preuve sociale, donc témoignages, avis clients, etc. Les infos au niveau de comment ça se passait sur la livraison, temps de livraison. Ouais. Puis tu peux avoir une FAQ qui est dans la page produit.
en bas, mais Ouais. des trucs, des menus déroulants, comme ça t'as pas une page Ouais. de kilomètres. Ouais. Il y a plein de trucs, ça dépend vraiment Ouais. de ton marché et des craintes que tu imagines que ton client peut avoir. De nouveau, c'est pas la même chose. Si je parle de mode, la première question à laquelle je vais être confronté, c'est OK, comment je renvoie? Si jamais c'est pas la bonne taille, c'est tout de suite. Enfin, c'est la première question que n'importe quel client va se poser, quoi. Ça dépend vraiment d'un marché à l'autre, de la cible. Enfin, se mettre dans la peau de son client, ça me paraît essentiel, quoi. Et de façon objective, hein. Il y a de temps en temps des entrepreneurs qui sont tellement amoureux de leurs produits qu'il n'y a plus d'objectivité du tout. Mais avoir un regard critique, bienveillant, hein, mais avec une vraie critique, avec un vrai regard critique, ça a beaucoup de valeur, quoi. Ça a vraiment beaucoup de valeur, quoi. Bah écoute, je pense qu'on arrive ici à la fin de cette interview. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Avec plaisir, avec Super plaisir. conseil. C'est très très sympa comme format. Ouais, c'est très clair. très chouette. Merci pour tes questions. Bah écoute, merci beaucoup. Merci Jean-Christophe. Avec plaisir. Et du coup, vous, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette interview, je vous invite à la partager autour de vous, au moins 1 ou 2 personnes qui pourraient être intéressées par ce contenu. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ce podcast pour être sûr de ne manquer aucun des prochains épisodes. Allez, salut tout le monde!